Et nous voici donc dans le débat éducatif de ce 12 juin 2026. Mesdames et messieurs, merci de rester confortablement assis et de vous installer, d'ajuster votre connexion parce qu'aujourd'hui nous recevons un invité pas comme les autres, tout particulier, on ne le présente plus. Il a nom Maudie Johnson, il est philosophe, il est chroniqueur à Éducation, il est ancien secrétaire permanent du plan décennal de développement du secteur de l'éducation, PDDSE, et il a été donc le secrétaire de tous les ministres des 3 ordres de l'enseignement. C'est un sachant de l'éducation. Maudie Johnson, bonjour. Bonjour, M. Vital. Merci de répondre présent à cette invitation et surtout de débattre d'un sujet aussi important que celui de la réorganisation du système éducatif. Merci beaucoup, c'est avec plaisir. Fidèles amis de Éducation, le président Romuald Wadayi a formé son tout premier gouvernement avec des changements importants dans le secteur de l'éducation. Désormais, nous avons un ministère des enseignements maternels et primaires qui existait, qui n'a pas changé de dénomination, un ministère par contre de l'enseignement secondaire désormais, un ministère de l'enseignement supérieur en charge de la formation technique, un ministère des petites et moyennes entreprises également en charge de la formation professionnelle. Donc, le ministère de l'enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle a donc été dispatché sur 2 autres ministères. Et mon premier questionnement, pourquoi une telle redistribution des portefeuilles de l'éducation pour vous? En fait, je trouve que tout est possible, mais il est bon quand même que nous puissions intervenir à la fois en tant que technicien et à la fois en tant que citoyen. C'est important, c'est les 2 aspects ça. Okay. En tant que technicien, parce que nous savons de quoi il s'agit quand on parle de l'éducation, et en tant que citoyen, parce que chacun à son niveau, quel que soit ce qu'il peut apporter, même si c'est petit, un petit grain de sable, ça permettra d'aérer les choses, de voir comment on peut aller de l'avant. Donc, le dernier élément essentiel ici, qui nous permet encore de bien faire, de mieux être à l'aise pour parler de cette situation, c'est qu'il faut préciser que, quel que soit ce que nous dirons, c'est d'abord une affaire de souveraineté. Okay. Le président, l'autorité supérieure de la nation, a cette souveraineté-là de décider de comment il va conduire chaque aspect du processus de développement. Voilà. Très bien. Donc, vous pensez qu'il a le droit de mettre les ministères comme il veut, quand il veut, où il les veut, exactement? Est-ce que c'est de ça qu'il s'agit? Oui, c'est à la fois un droit et un devoir. D'accord. Peut-être c'est son droit. Puisqu'on l'a mandaté. Mandaté, mais le devoir, notre devoir à nous, justement, à ce niveau, c'est de lui donner l'opportunité d'appeler son attention. C'est exactement le terme qu'il faut utiliser quand on parle à l'autorité. D'appeler son attention sur les éléments qui pourraient être perturbateurs dans le modelage de ces ministères. Et justement, est-ce qu'il y a des éléments perturbateurs dans ce modelage qu'il a fait? Est-ce que c'est nécessairement perturbateur? Ça dit qu'en réalité, nous n'avions pas l'habitude de constater certaines choses. Cela signifie quoi? Les ministères tels que présentés, globalement, le ministère de l'enseignement secondaire, c'est tellement sec qu'on se demande de quoi et qu'est-ce qu'il y a dedans. Nous sommes d'accord. Le ministère de l'enseignement supérieur en charge de la formation technique, c'est bien ça? Hein? Exactement. Et de la recherche, évidemment. De la recherche, évidemment. Bon, c'est un attelage auquel nous ne sommes pas habitués, mais ce n'est pas parce que nous ne sommes pas habitués. C'est qu'un attelage qui ne rend pas compte des différents documents de planification qui existent. Très bien. Et d'ailleurs, mieux encore, qui ne rend pas compte de la loi de l'orientation de l'éducation. Qu'est-ce que la loi dit? Qu'est-ce que les documents de planification disent? Les documents de planification et la loi d'orientation disent ceci. Quel que soit ce que vous allez lire, le technique est accolé au secondaire. Okay. C'est ce que nous constatons souvent. Le technique est accolé au secondaire avec aussi l'enseignement, la formation professionnelle. Oui.
de telle façon que lorsque vous regardez par exemple notre plan sectoriel de l'éducation 18-30, vous voyez que les différents éléments, les différentes bases créées, les structures, la structuration reposent sur ce socle. Très bien. De la même façon, lorsque vous prenez, donc, comme je le disais, la loi d'orientation de l'éducation, vous verrez que c'est le même schéma. Il y a des éléments, le maternel primaire, il y a le secondaire, mais ce secondaire est lié toujours aux techniques et à la formation professionnelle. Et il y a le supérieur et la recherche scientifique. Et lorsque nous allons évoluer pour regarder un peu plus la formation professionnelle, on se rend compte peut-être que, tel que placé aujourd'hui sur les petites et moyennes entreprises, l'avantage, c'est qu'on veut demander à tout ce qui est secteur public, privé, de soutenir, nous sommes d'accord, la formation de ceux-là qui pourraient être là, les impétrants, les étudiants qui pourraient arriver à ce niveau. C'est plus, on se sent plus à l'aise, parce que c'est une jonction qui dit, nous faisons former et pour l'emploi. Voilà, donc on quitte le couloir de la formation, on est employable. C'est intéressant. Mais c'est qu'il y a plus de gymnastique à comprendre pourquoi la formation technique est au niveau supérieur. Voilà. Mais vous, en tant que technicien, qu'est-ce qui pourrait vraiment motiver ce choix du président? Et est-ce qu'il est pertinent? Il y a toujours plusieurs niveaux de pertinence, de cohérence, d'efficacité dans chaque chose. Tout à fait. C'est pourquoi nous disons il fallait interpeller un peu le discours-programme du candidat autant que son projet de société en tant que président. Mais lorsque nous interrogeons tout cela, nous ne sommes pas personnellement, techniquement convaincus. Ça signifie qu'il faut bouger beaucoup de lignes. C'est ça qui est un peu gênant. Il faut bouger beaucoup de lignes. Et l'impression qu'on a au départ, c'est que quand on prend le secondaire, on a l'impression que le secondaire, c'est juste quelque chose qui est là, qui ne se projette plus. Je ne sais pas comment expliquer. C'est-à-dire que le ministère de l'enseignement secondaire, tout ce qui est secondaire général, nous savons que ce n'est pas, notre aspiration n'est plus là. Ouais. Ce n'est plus la priorité. Tout à fait. Même si il faut faire attention au fait que ce n'est pas parce que nous cherchons le technique, nous cherchons à aller de l'avant dans l'innovation qu'il faut laisser tomber tout ce qui est langue, sociaux, histoire, etc. C'est aussi intéressant. Mais ce secondaire-là, tel qu'il est sec, on se demande véritablement où est le projet. Le projet était où? Dans l'enseignement technique et la formation professionnelle. Tout à fait. À travers, vous vous souvenez, les stratégies, tous les documents de stratégie de l'enseignement technique, de FTP que pilote ce que nous appelons l'ADET, l'Agence de développement de l'enseignement technique. Voilà, sans oublier que toujours au niveau du ministère du secondaire, il y a beaucoup de directions, de structures qui se chargent de ces éléments-là. Et justement, on avait des directeurs départementaux de l'enseignement secondaire, technique et de la formation. Est-ce qu'aujourd'hui, le ministère de l'enseignement supérieur va nommer de nouveaux directeurs de l'enseignement technique à côté donc des directeurs de l'enseignement secondaire qui sont là? Comment est-ce que ça va s'atteler? Sans oublier qu'il faudrait que le ministère du supérieur s'occupe des collèges techniques. Oui, évidemment. Est-ce que c'est la chose la plus intéressante? Est-ce que les collèges de l'enseignement technique sont dans le giron de l'enseignement supérieur? Ça signifie que donc maintenant il s'agit de dire voilà, les enseignants qui sont là, etc., ne peuvent plus, etc. C'est un changement vraiment profond. C'est un changement profond dont la difficulté à expliquer la cohérence en tant que technicien, en tant que cette logique qui existait depuis longtemps. Mais je rappelle que le fait d'envoyer l'élément, la formation professionnelle à l'emploi, on n'est plus à l'aise. Ouais, ça ne vous dérange pas, ça? Non, non, pas du tout. Au contraire, ça signifie qu'il faut rapidement dire à toutes les entreprises, publiques comme privées, aider nos... Là, vous voyez un peu la question du financement de la formation professionnelle. C'est très intéressant. Comment renforcer le fonds qui existe, le FODEFCA. Voilà, il faut aller de l'avant. Ce qui va se passer, c'est qu'on sera obligé, ce qu'on ressent le plus, de revoir tous nos documents de planification. La loi d'orientation et les documents de planification. Mais élaborer les documents, c'est beaucoup d'argent, c'est beaucoup de temps et on n'a pas fini de mettre en œuvre le premier qui est là. D'ailleurs, on n'a même pas fini encore de mettre en place
ces lycées techniques ou collèges techniques de grande classe qu'on attend. Mais il y a beaucoup de financements déjà à ce niveau, hein, mais qui sont pour la plupart dans ces années de 2025. J'ai lu 2 ou 3 choses où la plupart des lycées seront financés et les financements ont été trouvés pour le début de cette année et ça va continuer. Alors la question qui vient également à l'esprit, c'est que l'agence de développement de l'enseignement technique est une agence qui est quand même rattachée à la présidence et qui est là, qui s'occupe fondamentalement de l'enseignement technique. Oui. Quel sera désormais son rôle? Le rôle n'a pas changé, mais il a peut-être un peu glissé. Maintenant, on a même remarqué déjà dans les visites pour aller au niveau du PPC du bac qu'il y avait la ministre, le ministre du secondaire, la ministre du supérieur, il y avait même le directeur de la ou coordonnateur de la dette qui était avec eux. Ils relèvent plus maintenant du supérieur. Maintenant, quelle est la vision? Il s'agit de voir quelle est la vision qui se met en place dans le sens où il y a plusieurs éléments de la formation technique. La formation elle-même, la création des infrastructures, etc. etc. Est-ce qu'il y a quelque chose de tout ce monde, de tous ces éléments qui restent encore au secondaire? Ce n'est pas évident. En même temps, est-ce qu'on pourrait dire qu'à partir de maintenant, ce sont les universitaires qui vont fonder la formation technique et professionnelle? Est-ce que c'est un souci justement de donner une certaine base supérieure à la formation technique? Cela ne s'était pas fait. Dans le sens où, si on veut parler de mise en œuvre des différents documents pédagogiques, administratifs du secondaire, du technique, c'est plutôt les planificateurs, comment on appelle, les pédagogues, mais ça ne s'est pas fait dans les laboratoires universitaires. Les laboratoires universitaires dans nos pays n'arrivent pas à fonder ces genres de situations. À structurer l'enseignement technique. Les enseignements, non. C'est plus de la recherche qui n'est pas action, qui n'est pas directement... Mais est-ce que c'est aussi une question de confiance du président de la République? Parce que quand on regarde nos documents de planification aujourd'hui, l'enseignement technique a un rôle clé dans le développement. Est-ce que le président a voulu remettre ce portefeuille à des personnes de main capables donc de véritablement conduire la réforme ou l'ambition aujourd'hui que nous avons? Quel que soit ce qu'on peut dire à ce niveau, la difficulté va être de trouver une cohérence, une coordination de cet ensemble. Ouais. Parce qu'on est obligé d'en arriver là. Parce qu'aujourd'hui, pour parvenir à clarifier tout ce processus, il faut des gens. Il faut une cohérence des différents ministères. Pour dire la vérité, pour les techniciens qui sont restés dans ces milieux-là, il y a de la difficulté à ce que les ministères se mettent ensemble pour travailler. Ce que je veux dire par là, c'est quelque chose de pratique. Hein. Oui. Les ministres se connaissent, s'appellent, mais il n'y a pas de structure définie qui périodiquement met tout ce monde-là en musique en disant faisons ceci, on va faire cela, etc., etc. Il faudrait nécessairement, face à la situation, se mettre ensemble, mettre en place une synergie, une structure de synergie. Est-ce qu'il faut aller vers un cadre de concertation des ministères liés à l'enseignement secondaire, la formation technique et professionnelle, où le personnel se retrouve de temps à autre donc pour... Même pas le personnel, mais d'abord même les personnes de haut niveau. Oui. Les ministres se retrouvent, un groupe vraiment qui n'est pas très grand, mais qui se retrouve, qui fait appel aux cadres, aux techniciens pour dire, mais par rapport à cette situation, regardez les documents de stratégie de l'enseignement technique et de la formation. Tout est lié au secondaire. Il faudrait trouver maintenant le moyen de voir tout ce monde qui a travaillé, de les mettre ensemble en cohérence. Comment le faire? Et ça signifie que ces documents-là, en réalité, sont là, mais c'est comme si on devait... Voilà, c'est le mot que je ne voulais pas utiliser. C'est comme si on devrait effacer l'enseignement secondaire pour mettre le ministère de l'enseignement supérieur. Ça pose un problème. Donc, face à cette situation, il y a une première chose essentielle. Il faudrait peut-être que l'autorité, à travers peut-être sûrement le porte-parole, nous explique
le bien fondé, la pertinence, avant que s'ajoute toute la vision technique qui dit, bon, par rapport à ça, si c'est ça que vous voulez, nous allons faire ceci, cela, etc. Mais en même temps, il faut une cohérence régulière afin que tous ces ministères-là travaillent et se mettent vraiment en Donc, mesure. on a besoin vraiment que l'autorité explique ce qui a motivé justement ce choix-là. Mais il y a déjà le Conseil national de l'éducation qui reste quand même aujourd'hui l'instance supérieure du secteur de l'éducation. Et donc, est-ce que le Conseil national aura un rôle plus accru de coordination aujourd'hui avec cette nouvelle donne? Quand je prends le Conseil national de l'éducation, je constate qu'il y a beaucoup de techniciens, il y a beaucoup de personnes vraiment de grande qualité qui sont là. Mais je trouve, moi personnellement, je trouve qu'ils sont un peu frileux. C'est vrai qu'ils se sont rangés dans cette position qui consiste à ce qu'eux, ils s'intéressent d'abord aux principes. D'accord? Mais c'est un conseil. Oui, c'est leur rôle, c'est de s'intéresser aux principes et de clarifier ces principes afin d'ajouter. C'est en cela que je suis d'accord que le conseil devrait intervenir pour voir un peu si les différents agencements ont besoin à la fois de clarification, d'identification de comment on va faire pour que ça puisse marcher un peu plus. Moi, je vais encore plus loin en disant que de très tôt, je pense comprendre que le fait d'avoir très tôt désigné un conseil technique à l'éducation, ce qui n'existait plus depuis, enfin pas nécessairement, cela permettra peut-être avec lui de prendre qu'il puisse coordonner tous ces aspects-là afin que la plupart des acteurs de l'éducation puissent se dire, bon voilà, on peut vraiment comprendre, apprécier et impulser ensemble la dynamique. Donc vous mettez le postulat selon lequel le conseil technique en éducation du président de la République sera donc, disons, ce maillon, le lien qui va faire le pont entre ces trois ministères. Surtout qu'il connaît bien l'éducation, il a été le chef de file pendant longtemps. Mais est-ce que, étant chef de file MAMP pendant longtemps, lui, il est resté au primaire? Est-ce qu'il maîtrisait totalement les aspects vraiment de l'enseignement technique et surtout ce que le président veut en mettant l'enseignement technique à côté de la recherche scientifique? Nous aurons la chance sûrement qu'il y ait beaucoup de spécialistes. Parce qu'en réalité, l'avantage que nous avons au Bénin, c'est qu'il y a véritablement des viviers. Si ce n'est qu'en termes de technicité, nous avons beaucoup de personnes qui sont capables d'intervenir pour à la fois aider à clarifier mieux ce qui va se passer. Donc nous allons inviter sur ce plateau certainement les acteurs directs à un moment donné de l'enseignement technique, du ministère de l'enseignement supérieur et peut-être même de la présidence de la République pour nous dire comment est-ce que ça veut fonctionner réellement. Comment ça va se passer? Parce que tant qu'on ne le dit pas, on est un peu... Disons qu'on ne se retrouve pas encore complètement. C'est vrai qu'il faut peut-être que c'est une occasion de casser le plafond de verre, parce que nous disons toujours qu'il faut qu'il y ait une sorte de griffe de révolution dans notre éducation pour aller vers des éléments plus importants, les innovations, etc. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est de cela que le système a besoin? Quels sont nos problèmes d'éducation? Qu'est-ce que nous devons régler en termes d'urgence pour vous? Il faut quand même toujours se dire que quand on fait le point comparaison n'est pas raison avec la plupart des pays en Afrique de l'Ouest qui sont avec nous, on n'est pas mal lotis. L'éducation évolue. Dans le Bénin, c'est vrai qu'on a pris des habitudes. Mais au fur et à mesure, il faut faire de telle façon que ces habitudes puissent permettre d'aller un peu plus de l'avant. Mais les gens se plaignent toujours. Vous pensez que l'éducation évolue? On dit que les enfants parlent mal français, il n'y a pas d'emploi, on forme des chômeurs. Parce qu'en réalité, ce qui se passe aujourd'hui, on n'éduque pas. Les enfants n'attendent pas qu'on les éduque, ils s'informent, point. Ils s'informent avec quoi? Avec notre outil habituel, la tablette. Dans ce que souvent, ces enfants sont plus informés sur des aspects particuliers, peut-être ceux-là qui ne sont pas si évidents que les professeurs. De telle façon que c'est ça qui pose le problème. Comment faire pour que ces enfants puissent véritablement savoir qu'en classe, il s'agit de s'éduquer et non d'avoir juste des informations éparses qui font du buzz, etc., etc. Le problème, le premier, c'est clair, c'est net aujourd'hui,
l'un des problèmes principaux, c'est revoir pédagogiquement l'ensemble des curricula en termes de une meilleure vision, revoir même l'histoire du Bénin, la géographie du Bénin. La dernière fois, je me souviens que nous avions eu la chance d'écrire une chronique qui s'appelle « Enfin ministre » ou quelque chose comme ça. Et il y a eu beaucoup de réactions parce qu'on se disait « Ah tiens, il veut être nommé ministre ou quoi ?» parce que, etc. Mais moi, quand je me prends, je me dis que je suis nommé ministre parce qu'il y a 2 ou 3 de mes élèves qui sont ministres dans l'ensemble du gouvernement. Je pense que je suis ministre déjà. Absolument. Mais je veux préciser que si ces gens sont là en tant que ministres, si l'autorité première a invité certains de ses enseignants à son investiture, beaucoup de gens ne le savent pas, il a invité certains de ses enseignants, il est important, il est essentiel de préciser la qualité essentielle de l'enseignant. L'enseignant est incontournable. Mais le problème qui se pose à nous, tant que jusqu'à aujourd'hui, il s'agira d'avoir des sortes d'enseignants, ça ne marchera pas. Il faudra mutualiser de telle façon qu'il n'y ait qu'un seul type d'enseignant. Avec une carrière construite. Une carrière construite. Donc, ces questions d'aspirants au métier d'enseignant, les vacataires et tout le reste, il faut quitter ce champ-là et aller vers une structuration. Ce chantier, ça ne marche pas parce que face à l'élève, l'enseignant qui n'a pas cette d'autorité d'enseignant plein, APE, ACE, etc., il faudrait nécessairement mutualiser de telle façon qu'on ait un enseignant à chaque fois de plein droit et qui sache que nous puissions avoir encore cette force-là de dire oui, nous les avons formés. Oui, je pense que nous allons revenir avec un plateau intéressant sur les questions vraiment de l'enseignement. Tout dernièrement, l'International de l'éducation a alerté sur la pénurie mondiale vraiment de la fonction enseignante. La Confémen a repris ça dans sa dernière ministérielle et donc je pense que c'est une question très importante. En temps, le Bénin a travaillé sur le PNE. Je prends depuis 2018 ou 2019, qui finalement peine à sortir. Nous abordons la dernière question de ce plateau, vous permettant donc de placer votre mot de fin. Et si le président Romuald Wadayi allait vers une certaine fêtière de l'éducation nationale, un ministère de l'éducation nationale, est-ce que vous pensez que ça va pouvoir résoudre tous ces problèmes? Je pense que dans sa technicité, ça va arriver. Parce que je me souviens que normalement ça devrait être même un technicien des finances ou de l'économie qu'on devrait nommer ministre de l'Éducation. Parce qu'il va comprendre véritablement ce qui se passe. Parce qu'en réalité, on a l'impression que l'éducation nationale est là, les ministères en charge des finances, de ceux qui ont les moyens sont là, et ils attendent juste que les autres de travail disent donnez quelque chose et on commence par se dire bon, combien vous voulez, bon, vous là, etc. Non. En fait, il faut un ministère de l'éducation nationale. Et on fait des ministres délégués. Comme il y a un ministre, nous avons un ministre des Finances et des ministres délégués. Voilà, je pense que quel sera votre mot de la fin? Là, sauvons notre éducation. Mais ça se fera. Moi, j'ai de l'espoir parce que je suis sûr que nous serons écoutés dans le sens où, au fur et à mesure que les choses se feront là, il y aura des ajustements heureux qui nous permettront maintenant de commencer par véritablement penser à l'éducation de demain. Maudit Johnson, merci beaucoup d'être revenu à nous. Merci d'avoir partagé avec nous votre technicité. Je le rappelle, vous avez été le secrétaire technique permanent du plan décennal de développement du secteur de l'éducation. Vous êtes planificateur de l'éducation, enseignant, vous êtes philosophe, vous êtes papa de plusieurs ministres au gouvernement. Et donc, merci pour tout ce parcours et vous continuez aujourd'hui encore à nous abreuver de votre expérience à travers vos chroniques que nous aimons bien. Et merci pour tout ce temps que vous partagez avec la nouvelle génération. Mesdames et messieurs, tout est bien qui finit bien. Si vous n'avez pas encore lu Amadou Kourouma dans Allah n'est pas obligé, il faudra le lire pour comprendre que notre seule voie de survie reste l'éducation de nos enfants. Sans une éducation structurée, contextualisée et transformatrice, le rêve d'un Bénin prospère et moderne ne sera que du leurre.
Avec notre invité, Maudie Johnson, nous avons tenté de comprendre la cohérence des portefeuilles de l'éducation et surtout appeler l'attention de l'autorité sur la nécessité d'un rôle plus accru du Conseil national de l'éducation dans la coordination en vue d'assurer l'efficacité globale du système éducatif national. Merci d'avoir choisi d'aller jusqu'au bout de cette vidéo et surtout de porter dans vos cœurs Éducation, le spécialiste des questions éducatives. C'est ici que s'achève ce numéro de la Voix de l'éducation. Gardez toujours allumée la flamme de l'espoir. À très bientôt.